13 ans plus tôt, dans une forêt dense de l'Oregon, une petite fille nommée Lillian Arrow disparaissait sans laisser de traces. Ce jour-là, tout semblait normal, jusqu'à ce que le silence de la forêt devienne anormalement lourd. Sa famille l'appelait, les recherches s'intensifiaient, mais la forêt ne rendait rien, sauf un simple ruban rouge accroché à une branche. Pendant 13 longues années, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Puis, un groupe de randonneurs a fait une découverte que personne n'aurait pu imaginer. Sous la terre, cachée avec une précision troublante, une structure oubliée attendait d'être révélée. À l'intérieur, des restes, des objets et des indices qui racontaient une histoire bien plus sombre que prévu. Ce qui est arrivé à Lily n'était pas un accident, et la vérité allait choquer toute une communauté. Quelqu'un connaissait la réponse, et ce secret avait été caché au cœur même de cette forêt. La maison de l'oncle de Lillian Arrow se trouvait à la lisière d'une immense étendue forestière, dans une région reculée de l'Oregon où le silence semblait parfois plus présent que les voix humaines. C'était une vieille maison en bois, légèrement inclinée avec le temps, entourée de pins hauts et serrés qui bloquaient presque entièrement la lumière du soleil en fin de journée. Pour beaucoup, cet endroit aurait semblé isolé, presque inquiétant. Mais pour la famille Arrow, c'était censé être un refuge, un lieu de calme pour s'éloigner du rythme de la ville. Lillian, que tout le monde appelait Lily, avait 9 ans à l'époque. C'était une enfant curieuse, attentive aux détails, avec une imagination vive qui la poussait souvent à poser des questions que les adultes évitaient. Elle observait tout, mémorisait les petits changements, les gestes, les regards. Ses parents disaient souvent qu'elle remarquait des choses que personne d'autre ne voyait. Ce week-end-là, elle était particulièrement excitée. C'était la première fois qu'elle passait plusieurs jours chez son oncle sans ses grands-parents. Son oncle, Marcus Harrow, était un homme discret, qui parlait peu mais observait beaucoup. Il vivait seul depuis plusieurs années et travaillait occasionnellement comme guide de chasse dans la région. Les voisins le décrivaient comme quelqu'un de calme, mais distant. Il connaissait la forêt mieux que quiconque, pouvait s'y déplacer sans carte, sans repère visible, comme s'il faisait partie du paysage lui-même. Le premier jour du séjour s'était déroulé sans incident. La famille avait partagé un repas simple, puis passé la soirée à discuter pendant que Lily explorait les alentours immédiats de la maison, toujours sous la surveillance des adultes. Elle avait rapidement trouvé un petit sentier derrière la maison, à peine visible, recouvert d'aiguilles de pin. Elle avait demandé où il menait. Marcus avait simplement répondu qu'il s'enfonçait profondément dans la forêt et qu'il ne fallait pas le suivre seul. Le lendemain matin, le ciel était couvert, mais l'air restait doux. Marcus avait proposé une sortie pour cueillir des baies sauvages, une activité qu'il connaissait bien et qu'il présentait comme sans danger. Les parents de Lily avaient accepté sans hésitation. Tout semblait normal, presque banal. Pourtant, certains détails allaient plus tard prendre une importance inattendue. Avant de partir, Lily avait insisté pour porter son ruban rouge préféré dans les cheveux. C'était un petit morceau de tissu attaché avec soin, qu'elle refusait d'enlever même pour dormir. Sa mère avait souri en le fixant correctement, sans savoir que ce détail deviendrait l'un des seuls repères laissés derrière. Le groupe s'était enfoncé dans la forêt en suivant un chemin étroit, presque invisible pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'endroit. Marcus marchait en tête, guidant les autres avec assurance. Lily restait proche de ses parents au début, mais son attention était constamment attirée par les bruits environnants. Le craquement d'une branche, le mouvement d'un oiseau, le souffle du vent entre les arbres, tout semblait vivant, mais aussi étrangement silencieux entre ces sons. À plusieurs reprises, Lily avait posé des questions sur les animaux qui vivaient dans cette forêt. Marcus répondait brièvement, sans entrer dans les détails. Il mentionnait des cerfs, des renards, parfois des coyotes, mais il évitait certains sujets, comme s'il choisissait soigneusement ce qu'il révélait. Après environ 1 heure de marche, ils avaient atteint une zone plus ouverte, où les baies poussaient en abondance. La famille s'était dispersée légèrement pour cueillir, tout en restant à portée de voix. Lily semblait heureuse, concentrée sur sa tâche,
remplissant lentement son petit récipient. C'est à ce moment précis que quelque chose avait changé. Lily avait levé la tête, fixant un point dans la forêt. Elle avait dit entendre un chien. Personne d'autre ne l'avait entendu. Son père lui avait répondu que c'était probablement un écho ou un autre animal. Mais elle avait insisté. Elle disait que le son venait de plus loin, derrière les arbres, comme si quelque chose l'appelait. Marcus s'était arrêté un instant, observant la direction indiquée par Lily. Son regard était resté fixe quelques secondes de trop, puis il avait simplement dit de rester groupé. Quelques minutes plus tard, Lily n'était plus là. Au début, personne ne s'était inquiété immédiatement. Il pensait qu'elle s'était simplement déplacée un peu plus loin pour suivre les baies. Sa mère l'avait appelée une première fois, sans réponse, puis une deuxième fois, avec une légère inquiétude dans la voix. Rapidement, l'atmosphère avait changé. Marcus avait pris les devants, demandant à chacun de rester calme. Il disait qu'elle ne pouvait pas être loin. Pourtant, quelque chose dans son ton semblait plus tendu qu'il ne voulait le montrer. Les recherches immédiates avaient commencé dans un rayon proche. Les parents criaient son nom, leur voix résonnant entre les arbres sans obtenir de réponse. Marcus avançait plus vite, scrutant le sol, les branches, chaque détail. C'est lui qui avait trouvé le ruban rouge. Il était accroché à une branche basse, légèrement tiré comme s'il avait été arraché en mouvement. Il ne montrait aucune trace évidente de lutte, mais sa présence à cet endroit précis n'avait aucun sens. À partir de ce moment, tout avait changé. La forêt n'était plus un lieu paisible. Elle était devenue un espace de mystère, de silence et de peur. Et sans que personne ne le comprenne encore, ce n'était que le début d'une histoire bien plus sombre. Le jour de la disparition de Lillian Arrow avait commencé comme une matinée ordinaire, mais chaque minute qui suivit allait devenir un élément essentiel dans la reconstruction d'un puzzle longtemps incomplet. Après la découverte du ruban rouge, la tension s'était immédiatement installée. Les voix, d'abord calmes, étaient devenues pressantes, presque paniquées. La mère de Lily appelait son prénom encore, et encore, sa voix se brisant légèrement à chaque tentative. Son père, lui, essayait de garder un semblant de contrôle, avançant rapidement entre les arbres, scrutant le sol à la recherche de traces. Marcus, en revanche, semblait étrangement concentré. Il ne criait pas autant. Il observait. Il avait demandé aux parents de rester sur place pendant qu'il faisait un premier repérage rapide. Il disait que se disperser pourrait compliquer les choses. Sur le moment, cela paraissait logique. Mais plus tard, ce détail serait analysé différemment. Quelques minutes passaient, puis d'autres. Le temps semblait s'étirer de manière anormale. Chaque seconde sans réponse renforçait une sensation de malaise difficile à ignorer. Finalement, Marcus était revenu, affirmant qu'il n'avait rien trouvé à proximité immédiate. Il insistait sur le fait que Lily ne pouvait pas être allée bien loin. Les recherches s'étaient intensifiées. Les parents s'étaient séparés cette fois, malgré les recommandations initiales. Ils criaient, couraient presque, ignorant les branches qui griffaient leurs bras. La forêt, dense et irrégulière, rendait chaque mouvement difficile. Le sol était couvert d'aiguilles de pin, effaçant toute trace possible. Environ 20 minutes après le début des recherches, un détail troublant avait été relevé par le père de Lily. Il avait trouvé une légère dépression dans le sol, comme si quelqu'un avait posé un genou ou un objet lourd. À côté, une trace à peine visible, ressemblant à une empreinte partielle, trop floue pour être identifiée clairement. Quand il avait appelé Marcus pour lui montrer, celui-ci avait observé brièvement, puis avait simplement dit que cela pouvait être n'importe quoi. Un animal, un vieux passage, rien de certain. Il avait rapidement orienté les recherches dans une autre direction. Ce moment précis allait plus tard susciter des interrogations. Les heures suivantes s'étaient déroulées dans une confusion totale. Finalement, les autorités locales avaient été contactées. L'appel avait été passé avec une voix tremblante, difficile à comprendre. Une enfant disparue dans une forêt dense. Le genre de situation que personne ne veut gérer, mais qui exige une réponse immédiate. Les premiers secours étaient arrivés relativement vite, mais pas assez pour calmer l'angoisse grandissante.
Les équipes de recherche avaient commencé à quadriller la zone, utilisant des chiens pisteurs. Ceux-ci avaient immédiatement réagi au ruban rouge, captant une odeur claire, mais très rapidement, la piste semblait se disperser, comme si elle disparaissait brusquement. Ce comportement des chiens avait été jugé inhabituel. Un des agents présents avait posé plusieurs questions à Marcus. Il voulait comprendre exactement le trajet emprunté, les points d'arrêt, les moments précis où Lily avait été vue pour la dernière fois. Marcus répondait, mais certaines de ses réponses manquaient de précision. Il disait ne pas se souvenir de certains détails, ce qui paraissait étrange compte tenu de sa connaissance de la forêt. Pendant ce temps, les parents de Lily étaient interrogés séparément. Leur version correspondait, mais elle révélait aussi une chose importante. Lily n'avait pas l'habitude de s'éloigner seule. Elle était curieuse, oui, mais prudente. Alors pourquoi cette fois-ci? Un autre élément avait été rapporté par une équipe de recherche en fin d'après-midi. À environ 200 mètres du lieu initial, ils avaient trouvé une vieille boîte métallique rouillée, partiellement enfouie sous des feuilles. À l'intérieur, rien d'important. Mais sa présence soulevait une question. Quelqu'un utilisait-il cette zone régulièrement? Marcus avait été interrogé à ce sujet. Il avait affirmé ne jamais avoir vu cet objet auparavant. Pourtant, il connaissait cette forêt depuis des années. À mesure que la lumière diminuait, les recherches devenaient plus difficiles. Les autorités avaient décidé de continuer malgré la tombée de la nuit, installant des projecteurs temporaires dans certaines zones clés. L'espoir de retrouver Lily en vie diminuait avec chaque heure. Un détail troublant avait été noté par un des agents en charge des recherches nocturnes. Il avait remarqué une zone où la végétation semblait légèrement perturbée, comme si quelque chose avait été déplacé récemment. Mais en creusant légèrement, il n'avait rien trouvé de concluant. Ce manque de résultats concrets commençait à peser sur toute l'équipe. Vers minuit, une décision avait été prise. Élargir le périmètre de recherche dès le lendemain matin. Cela signifiait une chose inquiétante. Ils considéraient désormais que Lily pouvait être bien plus loin que prévu. La nuit avait été longue pour tout le monde. Les parents n'avaient pas quitté les lieux, refusant de rentrer sans leur fille. Marcus, lui, restait en retrait, observant les opérations avec une attention silencieuse. Ce qui s'était passé ce jour-là ne ressemblait pas à une simple disparition. Trop de détails ne correspondaient pas. Trop de questions restaient sans réponse. Et quelque part dans cette forêt, la vérité commençait déjà à s'enfouir profondément. Les premières recherches organisées avaient commencé dès les premières heures du lendemain, alors que la lumière du jour révélait une forêt encore plus dense et complexe qu'elle ne l'avait semblé la veille. Ce qui paraissait déjà difficile devenait maintenant une opération méthodique, presque militaire. Des équipes supplémentaires étaient arrivées, accompagnées de volontaires locaux. La disparition de Lillian Harrow s'était rapidement répandue dans la petite communauté de Black Ridge, provoquant une mobilisation inhabituelle. Les autorités avaient établi une base temporaire près de la maison de Marcus. Des cartes de la région étaient déployées sur des tables pliantes, marquées de zones déjà explorées et de secteurs à couvrir. Chaque équipe recevait des instructions précises. La forêt était divisée en quadrants, et chaque groupe devait avancer lentement, ligne par ligne, pour éviter de manquer le moindre détail. Les chiens pisteurs avaient été remis au travail. Ils étaient revenus au point où le ruban rouge avait été trouvé, puis avaient repris la piste initiale. Encore une fois, ils semblaient suivre une direction claire pendant quelques dizaines de mètres. Puis, brusquement, leur comportement changeait. Ils perdaient l'odeur, tournaient en cercle, comme si la trace s'était interrompue dans l'air lui-même. Ce phénomène avait été noté avec attention par les enquêteurs. Une disparition de piste aussi nette pouvait indiquer plusieurs choses. Soit Lily avait été transportée, soit elle avait traversé une zone perturbant les odeurs, soit quelqu'un avait intentionnellement brouillé les traces. Pendant ce temps, Marcus était interrogé plus en détail. Un officier expérimenté, chargé de centraliser les témoignages, avait décidé de revenir sur chaque minute précédant la disparition. Il demandait des précisions sur les distances, les directions, les pauses. Marcus répondait. Mais certaines incohérences commençaient à apparaître. Il avait d'abord affirmé que la zone de cueillette était rarement fréquentée. Pourtant, un autre habitant local, venu aider aux recherches,
avait mentionné qu'il y passait régulièrement pour chasser. Ce détail, en apparence mineur, soulevait une question. Pourquoi Marcus aurait-il minimisé la fréquentation de cet endroit? Un autre élément avait attiré l'attention des enquêteurs. Un vieil homme vivant à plusieurs kilomètres de là avait signalé avoir vu un véhicule inhabituel circuler sur une route forestière secondaire la veille de la disparition. Il décrivait une camionnette sombre, ancienne, qu'il ne reconnaissait pas. Ce type de véhicule n'était pas courant dans la région. Les autorités avaient immédiatement pris note de cette information. Une équipe avait été envoyée pour inspecter la route mentionnée. Ils avaient trouvé des traces de pneus, partiellement effacées, mais suffisamment distinctes pour confirmer qu'un véhicule était passé récemment. Cependant, relier ces traces à la disparition de Lily restait impossible à ce stade. De retour dans la zone principale, une découverte avait brièvement ravivé l'espoir. Une équipe de volontaires avait trouvé un petit objet brillant près d'un amas de racines. Il s'agissait d'un bracelet que Lily portait souvent. Sa mère l'avait immédiatement reconnu. Cela signifiait qu'elle était passée par là, mais encore une fois, la piste s'arrêtait net quelques mètres plus loin. Les enquêteurs commençaient à envisager une hypothèse plus sombre. Une disparition accidentelle devenait de moins en moins probable. Trop d'éléments suggéraient une intervention extérieure. Quelqu'un avait pu être présent dans cette forêt au même moment, avec une intention précise. Marcus avait été confronté à cette possibilité. On lui avait demandé s'il avait vu quelqu'un d'autre dans les environs. Il avait hésité avant de répondre, puis il avait dit non. Cette hésitation, bien que brève, n'était pas passée inaperçue. Les recherches continuaient, mais la fatigue commençait à se faire sentir. Les équipes travaillaient sans interruption, avançant lentement, parfois à genoux pour examiner le sol. Chaque branche cassée, chaque empreinte possible, était analysée. En fin d'après-midi, un nouvel élément troublant avait été découvert. Une zone où la terre semblait légèrement affaissée, comme si elle avait été creusée puis recouverte. Les enquêteurs avaient immédiatement sécurisé l'endroit et commencé à creuser avec précaution. Après plusieurs minutes, ils n'avaient trouvé que de la terre compacte et quelques racines, rien d'autre. Pourtant, la structure du sol restait inhabituelle. Ce genre de détails, isolés, ne prouvait rien. Mais accumulés avec les autres, ils renforçaient une impression inquiétante. La journée s'était terminée sans résultat concret. Aucune trace directe de Lily, aucun indice décisif. Seulement des fragments d'informations, des incohérences, des pistes qui s'interrompaient brutalement. Pour la famille, l'espoir commençait à vaciller. Mais pour les enquêteurs, une certitude prenait forme. Quelqu'un savait quelque chose. Et cette personne se trouvait peu, être beaucoup plus proche qu'il ne le pensait. Les jours suivants avaient marqué un tournant subtil, mais déterminant dans l'enquête. Ce qui avait commencé comme une recherche désespérée d'une enfant perdue se transformait progressivement en une investigation plus sombre, plus structurée, où chaque détail était examiné sous un angle différent. Les autorités ne cherchaient plus seulement Lily, elles cherchaient une explication. Les premiers véritables suspects avaient émergé presque naturellement à mesure que les témoignages étaient recoupés et que les comportements étaient analysés. Dans une petite communauté comme Black Ridge, les habitudes de chacun étaient connues et toute anomalie devenait rapidement visible. Le premier nom à attirer l'attention avait été celui de Marcus Arrow. Ce n'était pas une accusation directe, mais une accumulation de détails difficiles à ignorer. Il connaissait la forêt mieux que quiconque. Il avait guidé le groupe ce jour-là. Il avait été le premier à trouver le ruban rouge. Et surtout, certaines de ses déclarations variaient légèrement d'un entretien à l'autre. Rien de flagrant, mais suffisamment pour susciter des doutes. Les enquêteurs avaient commencé à examiner son passé plus en profondeur. Ils avaient découvert qu'il avait vécu plusieurs années en dehors de l'État, sans traces professionnelles très claires. Ses activités de guide de chasse étaient irrégulières, souvent non déclarées. Cela ne faisait pas de lui un coupable, mais cela dessinait un profil difficile à cerner. Lors d'un nouvel interrogatoire, on lui avait demandé pourquoi il avait insisté pour que la famille reste groupée au moment où Lily avait disparu, avant de lui-même s'éloigner brièvement.
Il avait répondu que c'était une réaction instinctive, une manière de limiter les risques. Mais son explication manquait de précision. Un deuxième suspect avait été identifié presque simultanément. Il s'agissait d'un homme nommé Daniel Kessler, un chasseur local connu pour fréquenter les zones les plus reculées de la forêt. Plusieurs témoins avaient confirmé l'avoir vu dans les environs la veille de la disparition. Kessler avait été interrogé. Il affirmait avoir quitté la zone en début d'après-midi et ne rien savoir de la disparition. Cependant, un détail troublant avait été relevé. Il possédait une vieille camionnette sombre correspondant à la description donnée par le témoin, ayant signalé un véhicule inhabituel. Les autorités avaient inspecté le véhicule. Aucune trace évidente n'avait été trouvée. Pas de sang, pas d'objet suspect. Mais l'intérieur avait été nettoyé récemment, ce qui avait attiré l'attention. Kessler expliquait ce nettoyage par une sortie de chasse salissante. Une explication plausible, mais difficile à vérifier. Un troisième nom était apparu de manière plus inattendue, celui d'un voisin discret de Marcus, un homme nommé Elliot Vance. Il vivait seul dans une maison isolée à plusieurs kilomètres, rarement vue en ville. Ce qui avait attiré l'attention, c'était un témoignage tardif. Une habitante affirmait avoir vu Vance marcher près de la route forestière le jour de la disparition, ce qui ne correspondait pas à ses habitudes. Lorsque les enquêteurs s'étaient rendus chez lui, ils avaient trouvé un homme calme, presque trop calme. Il répondait aux questions sans résistance, mais avec une certaine distance. Il disait ne rien avoir vu, ne rien avoir entendu. Cependant, en inspectant les alentours de sa propriété, les agents avaient remarqué plusieurs pièges artisanaux, soigneusement dissimulés. Vance expliquait qu'il les utilisait pour capturer de petits animaux. Encore une fois, rien d'illégal en soi, mais l'aspect rudimentaire et caché de ces installations avait laissé une impression étrange. À ce stade, l'enquête ne manquait pas de pistes. Au contraire, elle semblait en avoir trop. Chaque suspect présentait des éléments troublants, mais aucun ne pouvait être directement relié à la disparition de Lily. Pendant ce temps, la forêt continuait de livrer des indices fragmentés. Une équipe avait trouvé des restes de nourriture emballés, datant de plusieurs jours, dans une zone éloignée. Cela suggérait que quelqu'un avait séjourné dans la forêt récemment. Mais aucune empreinte claire n'avait été relevée. Un autre détail avait été rapporté par un volontaire. Il affirmait avoir entendu un bruit métallique venant d'une zone plus profonde, comme si quelque chose avait été déplacé ou fermé. Mais malgré une inspection approfondie, rien n'avait été trouvé. Ces éléments, pris individuellement, pouvaient être ignorés. Ensemble, ils formaient un tableau incomplet, mais inquiétant. C'est à ce moment de l'enquête, alors que les pistes se multipliaient sans aboutir, que beaucoup commençaient à se demander si la vérité n'était pas plus proche qu'elle n'en avait l'air. Et si quelqu'un, parmi ceux qui participaient aux recherches, connaissait déjà la réponse. D'ailleurs, si tu suis cette affaire et que tu veux découvrir comment des détails aussi infimes peuvent révéler des vérités cachées, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque histoire apporte une nouvelle perspective. Et celle-ci est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les enquêteurs, eux, continuaient d'avancer. Lentement, méthodiquement, parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, une erreur serait commise, un détail serait oublié, et c'est à cet instant précis que tout basculerait. Les jours passaient, et malgré l'intensité des recherches, l'enquête semblait s'enfoncer dans une zone grise où chaque indice soulevait davantage de questions qu'il n'apportait de réponses. Pourtant, c'est souvent dans ces phases d'incertitude que les détails les plus importants commencent à émerger. Les enquêteurs avaient décidé de revenir sur chaque élément matériel découvert jusque-là en adoptant une approche plus analytique. Le ruban rouge, le bracelet, la boîte métallique, les traces de pneus, les zones de sol perturbées, tout devait être réévalué, non pas comme des indices isolés, mais comme des fragments d'un même scénario. Le ruban rouge, par exemple, avait été examiné de plus près. Il ne présentait pas de déchirure nette, mais plutôt une tension progressive, comme s'il avait été tiré puis relâché. Cela suggérait que Lily ne l'avait pas simplement perdu. Il avait été arraché, peut être lors d'un mouvement brusque. Le bracelet, retrouvé plus loin, posait un autre problème.
La distance entre les deux objets ne correspondait pas à un déplacement linéaire. Si Lily avait couru dans une direction, les objets auraient dû suivre une trajectoire cohérente. Or, ce n'était pas le cas. Cela renforçait une hypothèse de plus en plus sérieuse. Lily n'avait pas simplement erré dans la forêt. Elle avait été déplacée. Pendant ce temps, une équipe spécialisée avait été envoyée pour analyser les zones où le sol semblait perturbé. En utilisant des outils plus précis, ils avaient détecté des variations de densité dans certaines parties du terrain. Cela indiquait que la Terre avait été manipulée à différents moments, pas seulement récemment. Dans une de ces zones, ils avaient trouvé un objet inattendu. Une vieille fermeture métallique, partiellement rouillée, enfouie sous plusieurs couches de terre et de racines. Elle ne semblait pas appartenir à un objet naturel. C'était une pièce fabriquée, probablement issue d'une structure. Cette découverte avait immédiatement attiré l'attention. Elle suggérait qu'il pouvait exister quelque chose sous la surface. Une structure ancienne ou récente, volontairement dissimulée. Marcus avait été interrogé à nouveau à ce sujet. On lui avait demandé s'il connaissait l'existence de constructions dans cette partie de la forêt. Il avait répondu que certaines cabanes de chasse existaient autrefois, mais qu'elles avaient été abandonnées depuis longtemps. Il affirmait ne pas connaître leur emplacement exact. Cette réponse avait été notée, mais elle ne satisfaisait pas complètement les enquêteurs. Marcus connaissait trop bien la région pour ignorer ce genre de détails. Parallèlement, les enquêteurs avaient approfondi le profil de Daniel Kessler. Une vérification plus poussée de ses activités avait révélé qu'il avait déjà été impliqué dans des conflits avec d'autres chasseurs, notamment pour des questions de territoire. Il fréquentait des zones isolées, souvent en dehors des sentiers habituels. Un élément nouveau avait été découvert dans son historique. Quelques années auparavant, il avait été suspecté dans une affaire mineure de disparition d'animaux domestiques dans une ville voisine. Rien n'avait été prouvé, mais le lien était troublant. Lors d'un nouvel interrogatoire, Kessler semblait plus nerveux. Il répétait les mêmes réponses, parfois mot pour mot, comme s'il s'était préparé. Lorsqu'on lui avait demandé s'il connaissait Marcus, il avait hésité avant de répondre qu'ils s'étaient croisés quelques fois, sans plus. Cette hésitation avait été notée. Du côté d'Elliot Vance, les choses devenaient également plus complexes. Une perquisition avait été autorisée dans sa propriété. À l'intérieur de sa maison, rien de suspect n'avait été trouvé. Mais dans une remise à l'arrière, les enquêteurs avaient découvert plusieurs outils anciens, dont certains semblaient avoir été utilisés récemment. Parmi eux, une pelle présentant des traces de terre encore humides. Cela aurait pu être banal, mais la composition de cette terre ne correspondait pas exactement à celle du sol autour de sa maison. Des échantillons avaient été prélevés pour analyse. Pendant ce temps, les recherches dans la forêt continuaient, mais avec une nouvelle approche. Les équipes ne cherchaient plus seulement une personne disparue. Elles cherchaient une structure cachée. Cette idée, encore floue, commençait à prendre forme. Un volontaire avait rapporté un détail qui, au départ, semblait insignifiant. Il disait avoir trouvé une zone où la végétation poussait de manière anormalement régulière, comme si le sol en dessous avait été nivelé artificiellement. En creusant légèrement, il avait rencontré une résistance inhabituelle. Les enquêteurs avaient immédiatement sécurisé la zone. Mais après plusieurs heures de travail, ils n'avaient trouvé qu'une couche compacte de terre et de racines. Encore une impasse. Et pourtant, tous ces éléments semblaient converger vers une même idée. Quelque chose avait été caché dans cette forêt. Quelque chose de suffisamment important pour être dissimulé avec soin. La question n'était plus de savoir si Lily avait été enlevée. La question était de comprendre où elle avait été emmenée. Et surtout, pourquoi aucune trace claire ne menait à cet endroit. À mesure que l'enquête avançait, une certitude s'imposait lentement. La vérité n'était pas visible en surface. Elle était enfouie, littéralement, et quelqu'un avait pris le temps de s'assurer qu'elle le reste. À mesure que les jours se transformaient en semaines, l'enquête autour de la disparition de Lillian Harrow commençait à perdre de son élan initial. Les équipes de recherche, autrefois nombreuses et déterminées, devenaient moins présentes. Les volontaires retournaient à leur quotidien, les médias se tournaient vers d'autres affaires, et la forêt reprenait lentement son silence naturel,
comme si rien ne s'y était jamais produit. Pourtant, au sein des autorités, certains refusaient d'abandonner. Un petit groupe d'enquêteurs avait décidé de reprendre l'affaire sous un angle différent. Plutôt que de continuer à chercher directement Lily, ils allaient tenter de comprendre les erreurs commises au début de l'enquête, car souvent, ce sont ces erreurs qui empêchent la vérité d'émerger. L'un des premiers éléments réévalués concernait la gestion initiale de la scène. Le jour de la disparition, la zone n'avait pas été immédiatement sécurisée. Trop de personnes avaient circulé, trop de traces avaient été potentiellement altérées. Cela signifiait qu'un indice crucial avait pu être perdu dès les premières heures. Mais une autre erreur plus subtile avait été identifiée. Les enquêteurs s'étaient beaucoup concentrés sur les mouvements de Lily, mais moins sur ceux des adultes présents ce jour-là. En reprenant les témoignages, une incohérence plus nette apparaissait désormais. Marcus avait indiqué à un moment qu'il s'était éloigné pendant quelques minutes pour vérifier un bruit. Mais aucun autre témoin ne se souvenait précisément de ce moment. Ce laps de temps, même court, devenait soudainement essentiel. Ils avaient également réexaminé les relevés de température et les conditions météorologiques du jour de la disparition. L'humidité dans l'air était relativement élevée, ce qui aurait normalement permis aux chiens pisteurs de suivre une odeur plus longtemps. Le fait que la piste de Lily se soit interrompue aussi brusquement devenait encore plus suspect. Cela renforçait l'idée qu'elle avait été transportée. Pendant ce temps, les analyses des échantillons de terre prélevés chez Elliot Vance étaient revenues. Les résultats montraient une composition différente de celle du sol autour de sa propriété, mais étonnamment proche de certaines zones spécifiques de la forêt où des anomalies avaient été détectées. Ce lien n'était pas une preuve directe, mais il établissait une connexion géographique. Vance avait été interrogé à nouveau. Cette fois, les questions étaient plus précises. On lui avait demandé s'il s'était rendu récemment dans les zones concernées. Il avait nié, mais son comportement avait changé, moins détaché, plus tendu. Les enquêteurs avaient remarqué qu'il évitait certains regards, qu'il prenait plus de temps pour répondre. Parallèlement, une analyse plus approfondie des traces de pneus trouvées sur la route forestière avait permis d'identifier un modèle de véhicule compatible avec celui de Daniel Kessler. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais cela plaçait Kessler dans la zone au moment critique. Cependant, un détail venait compliquer cette piste. Un nouveau témoignage était apparu. Une femme vivant en périphérie de Black Ridge affirmait avoir vu la camionnette de Kessler stationnée devant un magasin à plusieurs kilomètres de la forêt à l'heure estimée de la disparition. Si cela était confirmé, cela signifiait qu'il ne pouvait pas être présent sur les deux lieux en même temps. Une vérification des caméras de surveillance du magasin avait été demandée. Les images, bien que de qualité moyenne, montraient effectivement un véhicule ressemblant à celui de Kessler. L'heure correspondait. Cette piste, jusque-là prometteuse, commençait à s'effondrer. Les enquêteurs se retrouvaient à nouveau face à un problème récurrent dans cette affaire. Chaque suspect semblait impliqué, jusqu'à ce qu'un élément vienne affaiblir cette implication. Pendant ce temps, Marcus continuait de coopérer, mais toujours avec cette réserve difficile à interpréter. Il répondait aux questions, participait parfois aux recherches restantes, mais restait en retrait. Trop en retrait. Selon certains, un détail, longtemps ignoré, allait finalement attirer l'attention. Lors d'une relecture des enregistrements radio utilisés pendant les premières recherches, un enquêteur avait remarqué une communication brève, presque inaudible. Une voix mentionnait une zone plus profonde de la forêt, en utilisant un terme inhabituel, le creux. Ce terme n'apparaissait sur aucune carte officielle. Il ne correspondait à aucun repère connu. Lorsque Marcus avait été interrogé à ce sujet, il avait affirmé ne jamais avoir utilisé ce mot. Mais un des volontaires présents ce jour-là disait se souvenir l'avoir entendu de sa part. Ce détail semblait insignifiant, mais il introduisait une nouvelle possibilité. Et s'il existait dans cette forêt des zones connues uniquement par ceux qui y passaient du temps, des endroits non répertoriés, non visibles, mais utilisés? Cette idée relançait une hypothèse déjà évoquée auparavant, celle d'une structure cachée. Les enquêteurs avaient alors décidé de concentrer leurs efforts sur ces zones non officielles.
Ils interrogeaient les habitants, les chasseurs, les anciens résidents. Ils cherchaient des noms, des descriptions, des souvenirs. Peu à peu, une carte parallèle de la forêt commençait à émerger. Et quelque part sur cette carte, un endroit précis revenait dans plusieurs récits. Un lieu difficile d'accès, rarement mentionné, mais toujours décrit avec une certaine hésitation. Un endroit que certains préféraient éviter. À ce stade de l'enquête, une chose devenait de plus en plus claire. La disparition de Lily n'était pas le fruit du hasard. Quelqu'un connaissait parfaitement cette forêt, et cette personne avait utilisé cette connaissance pour faire disparaître une enfant sans laisser de traces visibles. Les semaines s'étaient transformées en mois, et malgré les efforts persistants de certains enquêteurs, l'affaire de la disparition de Lillian Harrow glissait lentement vers ce que beaucoup redoutaient sans oser le dire, l'oubli. Officiellement, l'enquête restait ouverte. Officieusement, elle était devenue une priorité secondaire. Dans la petite ville de Black Ridge, la vie avait repris son cours, du moins en apparence. Les habitants continuaient leur routine, mais une tension invisible persistait. Chaque fois que quelqu'un passait près de la forêt, un silence s'installait. Personne ne parlait directement de Lily, mais tout le monde y pensait. Pour sa famille, le temps n'apportait aucun apaisement. Les parents de Lily refusaient de quitter la région. Ils avaient loué une petite maison temporaire, espérant rester proche de l'endroit où leur fille avait été vue pour la dernière fois. Chaque jour, ils retournaient près de la lisière de la forêt, comme si une réponse pouvait apparaître soudainement. Marcus, lui, avait repris une vie presque normale. Il continuait ses activités de guide de chasse, mais beaucoup avaient remarqué qu'il évitait désormais certaines zones. Lorsqu'on lui posait des questions, il répondait de manière brève, souvent en changeant de sujet. Cette attitude alimentait les soupçons, sans jamais les confirmer. Du côté d'Elliot Vance, les enquêteurs continuaient de surveiller ses mouvements. Après les résultats des analyses de terre, il était devenu un suspect plus sérieux, mais toujours sans preuves concrètes. Sa routine semblait inchangée. Il sortait peu, recevait rarement de visites et passait la majorité de son temps seul. Un détail nouveau avait cependant été signalé par un voisin. Il affirmait avoir entendu, tard dans la nuit, des bruits métalliques provenant de la direction de la propriété de Vance, comme si quelqu'un manipulait des outils ou déplaçait des objets lourds. Ce témoignage, bien que difficile à vérifier, avait été ajouté au dossier. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient d'explorer les zones non cartographiées de la forêt, celles évoquées dans les témoignages récents. Ces endroits, souvent éloignés des sentiers principaux, étaient difficiles d'accès. Certains nécessitaient plusieurs heures de marche, à travers des terrains irréguliers et denses. C'est dans l'une de ces zones qu'un élément particulièrement troublant avait été découvert. Une équipe avait remarqué une formation inhabituelle dans la végétation. Les arbres y poussaient de manière irrégulière, comme si le sol en dessous avait été modifié. En s'approchant, ils avaient constaté que certaines branches étaient disposées de manière artificielle, presque comme un camouflage. En retirant quelques couches de feuillage, ils avaient trouvé une surface plus dure que le sol environnant. En creusant légèrement, ils avaient mis au jour une planche de bois, ancienne mais intacte. L'excitation avait été immédiate, une structure. Les enquêteurs avaient sécurisé la zone et commencé à dégager l'espace avec précaution. Mais après plusieurs heures de travail, ils avaient réalisé que la planche ne couvrait qu'une petite cavité vide. Rien d'autre n'était présent, encore une impasse. Mais cette découverte confirmait une chose essentielle. Quelqu'un avait déjà construit et dissimulé des structures dans cette forêt. Cette idée renforçait toutes les hypothèses précédentes. Pendant ce temps, une avancée inattendue venait d'un autre angle de l'enquête. Les autorités avaient décidé de réexaminer les communications téléphoniques des principaux suspects autour de la date de la disparition. Bien que la couverture réseau dans la région soit limitée, certaines connexions avaient été enregistrées. Un appel en particulier avait attiré l'attention. Il provenait du téléphone de Marcus, passé tard dans la soirée du jour de la disparition. L'appel était court, moins d'1 minute, et avait été effectué vers un numéro non enregistré. Ce numéro n'était pas associé à un compte identifiable. Lorsque Marcus avait été interrogé à ce sujet,
Il avait affirmé ne pas se souvenir de cet appel. Il disait que cela pouvait être une erreur ou un appel accidentel. Mais les enquêteurs savaient que ce genre de situation était rare. Ils avaient tenté de retracer le numéro, mais sans succès immédiat. Ce détail, bien que mineur en apparence, introduisait une nouvelle possibilité. Et si Marcus n'était pas seul, cette question changeait la dynamique de toute l'enquête. Jusqu'à présent, les suspects étaient envisagés individuellement. Mais si plusieurs personnes étaient impliquées, cela expliquerait la complexité de la disparition des traces, la difficulté à reconstituer les événements. Les enquêteurs avaient alors commencé à examiner les liens possibles entre Marcus, Kessler et Vance. À première vue, ils semblaient indépendants, mais dans une petite région comme celle-ci, les croisements étaient inévitables. Un ancien rapport mentionnait que Marcus et Kessler avaient participé ensemble à une chasse organisée plusieurs années auparavant. De son côté, Vance avait été vu à plusieurs reprises dans un bar fréquenté par des chasseurs locaux, où Marcus se rendait occasionnellement. Ces connexions, bien que faibles, dessinaient un réseau potentiel. À ce stade, l'enquête entrait dans une phase plus complexe. Les indices matériels restaient insuffisants, mais les liens humains devenaient de plus en plus importants. Quelqu'un mentait. Peut être plusieurs personnes. Et quelque part dans cette forêt, la vérité attendait toujours d'être découverte, cachée sous des couches de terre, de silence et de temps. Le temps avait fini par faire ce qu'il fait dans presque toutes les affaires non résolues. Il avait lentement effacé l'urgence, dilué l'attention et transformé une disparition active en un dossier classé, rangé dans une archive que peu de gens consultaient encore. 13 années s'étaient écoulées depuis que Lillian Arrow avait disparu dans cette forêt, et pour la majorité des habitants de Black Ridge, l'histoire appartenait désormais au passé. Mais pour certains, rien n'avait changé. Les parents de Lily n'avaient jamais quitté complètement la région. Ils vivaient désormais dans une ville voisine, mais revenaient régulièrement près de la forêt. Chaque année, à la même date, ils se rendaient au point où le ruban rouge avait été trouvé. Ce geste était devenu un rituel, une manière de maintenir un lien, aussi fragile soit-il. Marcus, lui, avait vieilli. Ses activités de guide de chasse étaient devenues plus rares. Il passait la plupart de son temps seul, évitant les interactions inutiles. Ceux qui le croisaient disaient qu'il semblait plus fermé, plus fatigué. Mais rien dans son comportement ne permettait de relancer officiellement les soupçons. Elliot Vance vivait toujours dans sa maison isolée. Sa routine n'avait presque pas changé. Il continuait à éviter les contacts, à vivre en marge. Avec le temps, l'attention portée sur lui avait diminué. Sans nouvelles preuves, les autorités avaient fini par réduire leur surveillance. L'affaire de Lily Harrow était devenue un mystère non résolu parmi d'autres. Puis, un événement inattendu avait tout relancé. Un groupe de randonneurs expérimentés avait décidé d'explorer une zone particulièrement reculée de la forêt, connue pour être difficile d'accès. Cette zone correspondait à l'un des endroits mentionnés dans les anciens témoignages, un lieu que certains appelaient le Creux. Peu de gens s'y rendaient, en raison du terrain instable et de l'absence de sentiers visibles. Au cours de leur progression, les randonneurs avaient remarqué une odeur inhabituelle, pas immédiatement identifiable, mais persistante, comme quelque chose de vieux, enfoui. Ils avaient d'abord pensé à un animal mort, ce qui n'était pas rare dans ce type d'environnement. Mais en s'approchant, ils avaient constaté que l'odeur semblait provenir d'un point précis. Le sol, à cet endroit, présentait une légère dépression, presque imperceptible. La végétation au-dessus était dense, mais organisée d'une manière étrange, comme si elle avait été placée intentionnellement pour dissimuler ce qui se trouvait en dessous. Intrigués, ils avaient commencé à déplacer les branches et les feuilles. Très rapidement, ils avaient découvert une surface plus solide. Du bois, vieilli, mais encore intact. Ce qu'ils avaient trouvé ensuite dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Sous cette couche de camouflage se trouvait une ouverture dissimulée, menant à une structure souterraine. Une sorte de cabane enfouie, construite avec des matériaux simples mais assemblés avec précision. L'entrée était étroite, presque invisible sans une inspection attentive.
Les randonneurs avaient immédiatement contacté les autorités. Quelques heures plus tard, une équipe spécialisée était sur place. La zone avait été sécurisée et une inspection minutieuse avait commencé. L'accès à la structure avait été dégagé avec précaution, révélant un espace fermé, protégé de l'humidité et du temps par sa position souterraine. À l'intérieur, la scène était troublante. Les enquêteurs avaient découvert des restes humains, positionnés de manière à suggérer une mise en scène plutôt qu'un simple abandon. À côté, plusieurs objets étaient présents. Des vêtements d'enfants, partiellement conservés, un petit récipient en plastique, et surtout, un élément immédiatement reconnaissable, un morceau de tissu rouge. L'analyse initiale avait rapidement confirmé ce que tout le monde redoutait et attendait à la fois. Les restes appartenaient à Lillian Arrow. 13 ans après sa disparition, elle venait d'être retrouvée, mais ce n'était que le début. La structure elle-même soulevait des questions majeures. Elle n'était pas improvisée. Elle avait été construite avec soin, probablement bien avant la disparition. Elle était suffisamment profonde pour ne pas être détectée par une simple inspection de surface. Et surtout, elle était située dans une zone difficile d'accès, connue seulement de ceux qui fréquentaient régulièrement la forêt. Cela signifiait une chose essentielle. La personne responsable connaissait cet endroit très bien. L'enquête avait été immédiatement rouverte. Tous les anciens éléments avaient été réactivés. Les suspects initiaux revenaient au centre de l'attention. Mais cette fois, la situation était différente. Il ne s'agissait plus de chercher une personne disparue. Il s'agissait de comprendre ce qui s'était réellement passé, et surtout de découvrir qui avait passé 13 années à garder ce secret enfoui sous la terre. La redécouverte de Lillian Arrow avait immédiatement transformé une affaire oubliée en une enquête prioritaire. Dès les premières heures suivant la mise au jour de la structure souterraine, la zone entière avait été bouclée, sécurisée, puis traitée comme une scène de crime active. Les spécialistes médico-légaux étaient arrivés avec des équipements adaptés, conscients que chaque détail pouvait être décisif après 13 années d'incertitude. L'entrée de la cabane souterraine avait été élargie avec précaution afin de permettre un accès sécurisé. À l'intérieur, l'espace était plus vaste qu'il n'y paraissait depuis l'extérieur. Les parois étaient renforcées par des planches de bois, certaines encore étonnamment solides malgré le temps. Le sol était recouvert d'une couche compacte de terre tassée, comme si l'endroit avait été utilisé et entretenu pendant une certaine période. Les restes de Lily avaient été examinés sur place avant d'être transférés. Leur position indiquait qu'elle n'avait pas simplement été déposée là. Elle avait été placée, presque arrangée. Ce détail glaçait les enquêteurs, car il suggérait une intention, une volonté de contrôle même après la mort. Autour d'elle, les objets retrouvés formaient un ensemble troublant. Les vêtements correspondaient à ceux qu'elle portait le jour de sa disparition. Le petit récipient en plastique contenait des traces résiduelles d'un liquide ancien, impossible à identifier immédiatement, et le morceau de tissu rouge, bien que partiellement dégradé, correspondait clairement à son ruban. Mais ce n'était pas tout. En examinant les parois, les enquêteurs avaient remarqué des marques, des entailles légères, répétées, comme si quelqu'un avait utilisé un outil pour gratter ou tracer des lignes. Certaines semblaient aléatoires, d'autres plus organisées. Une analyse plus poussée serait nécessaire pour comprendre leur signification. Un autre détail avait immédiatement attiré l'attention. Dans un coin de la structure, légèrement dissimulé sous une planche mal fixée, ils avaient découvert un petit espace de stockage. À l'intérieur, plusieurs objets étaient soigneusement rangés. Une lampe torche ancienne, des piles usées et un carnet. Le carnet était humide, mais certaines pages restaient lisibles. Il contenait des notes écrites à la main, dans une écriture irrégulière. Les premières lignes semblaient anodines, presque banales. Des listes, des dates, des observations sur la forêt. Mais en avançant dans les pages, le contenu devenait plus étrange. Certaines phrases faisaient référence à des jours, sans préciser lesquels. D'autres mentionnaient des visites, des préparations, des erreurs à corriger. Rien n'était explicite, mais l'ensemble suggérait une activité planifiée.
Ce carnet devenait un élément central. Pendant que les analyses se poursuivaient sur le terrain, une autre équipe travaillait déjà à relancer l'enquête sur les suspects initiaux. Marcus Arrow, Daniel Kessler et Elliot Vance étaient à nouveau convoqués pour interrogatoire. Marcus avait été le premier à être informé de la découverte. Selon les agents présents, sa réaction avait été difficile à interpréter. Il semblait choqué, mais pas surpris. Il avait posé peu de questions, se contentant d'écouter. Lors de son interrogatoire, les enquêteurs lui avaient présenté les premières informations sur la structure. Ils lui avaient demandé s'il connaissait cet endroit ou s'il avait déjà entendu parler d'une cabane souterraine dans cette zone. Il avait répondu non, mais cette fois, son ton était différent, moins assuré, plus hésitant. Les enquêteurs avaient alors mentionné le terme « le creux ». À ce moment précis, Marcus avait marqué une pause. Une fraction de seconde, mais suffisante pour être remarquée. Il avait ensuite affirmé que ce nom pouvait désigner plusieurs zones, sans donner de précision. Du côté de Kessler, la réaction avait été plus directe. Il niait toute implication, mais semblait nerveux. Lorsqu'on lui avait parlé de la structure, il avait immédiatement demandé si des empreintes avaient été trouvées. Cette question, posée trop rapidement, avait été notée. Quant à Elliot Vance, son comportement restait le plus difficile à lire. Il écoutait, répondait, mais sans émotion apparente. Lorsqu'on lui avait montré une photo de la cabane, il avait simplement dit qu'il n'avait jamais vu cet endroit. Cependant, un détail allait changer la direction de l'enquête. Les analyses du carnet avaient permis d'identifier partiellement l'écriture. En comparant avec des documents existants, les experts avaient trouvé une correspondance probable avec l'écriture d'Elliot Vance. Ce n'était pas encore une preuve définitive, mais c'était le premier lien concret entre un suspect et la structure. Parallèlement, les analyses du sol à l'intérieur de la cabane avaient révélé des traces de matériaux similaires à ceux trouvés près de la propriété de Vance. Cette correspondance renforçait encore les soupçons, mais une question restait ouverte. Si Vance était impliqué, agissait-il seul? Le carnet mentionnait des visites, au pluriel. Cela signifiait que quelqu'un d'autre avait pu accéder à cette structure, être régulièrement. Les enquêteurs se retrouvaient face à une possibilité complexe, une collaboration, un secret partagé. À ce stade, l'affaire prenait une dimension nouvelle. Ce n'était plus seulement une disparition résolue, c'était une reconstruction complète d'un crime soigneusement dissimulé pendant 13 ans. Et pour la première fois depuis le début de l'enquête, les pièces du puzzle commençaient réellement à s'assembler. Les nouvelles analyses avaient marqué un point de bascule décisif dans l'enquête. Après des années de spéculation et de pistes incomplètes, les enquêteurs disposaient enfin d'éléments tangibles, capables de relier un suspect à la scène. Mais comme souvent dans ce type d'affaires, chaque réponse apportait avec elle une nouvelle série de questions. Le carnet retrouvé dans la structure souterraine était devenu la pièce centrale. Les experts en écriture avaient poursuivi leur comparaison avec des documents provenant d'Elliot Vance. Factures anciennes, formulaires administratifs, signatures officielles. Les similitudes étaient trop nombreuses pour être ignorées. La pression montait. Confronté à ces résultats, Vance avait d'abord maintenu sa position. Il affirmait ne jamais avoir vu ce carnet, ne pas reconnaître les notes. Mais au fil de l'interrogatoire, son discours avait commencé à se fissurer. Certaines réponses devenaient plus longues, plus hésitantes. Il corrigeait ses propres phrases, revenait sur des détails. Puis, un élément précis avait été introduit par les enquêteurs. Une des pages du carnet contenait une date, écrite en toutes lettres, correspondant exactement au jour de la disparition de Lily. À côté, une phrase courte. Préparation terminée. Lorsque cette page lui avait été présentée, Vance avait cessé de répondre immédiatement. Le silence avait duré plusieurs secondes. Puis, il avait demandé de l'eau. Ce moment avait marqué un changement. Dans les heures qui avaient suivi, sous une pression constante et face aux preuves accumulées, Elliot Vance avait fini par parler. Ses premières déclarations étaient fragmentées, désorganisées. Mais peu à peu, une version cohérente commençait à émerger.
Une version qui allait profondément bouleverser tout ce que les enquêteurs pensaient savoir. Selon lui, la structure souterraine existait bien avant la disparition de Lily. Il l'avait construite lui-même, plusieurs années auparavant, à l'écart des zones fréquentées. Il disait vouloir un endroit isolé, à l'abri des regards, un espace personnel, mais ce n'était pas tout. Il affirmait ne pas avoir agi seul le jour de la disparition. Un autre nom revenait dans son récit. Marcus Harrow. D'après Vance, Marcus connaissait l'existence de la structure. Il l'avait découverte par hasard lors d'une sortie en forêt, bien avant les événements. Au lieu de la signaler, il avait choisi de garder ce secret. Avec le temps, une relation étrange s'était installée entre les deux hommes. Une forme d'entente tacite, basée sur ce lieu caché. Le jour de la disparition, selon Vance, tout avait été planifié. Marcus avait proposé la sortie en forêt en sachant exactement où ils allaient. Il connaissait les chemins, les points d'accès, les zones où personne ne viendrait. À un moment précis, il s'était éloigné du groupe sous prétexte de vérifier un bruit. C'est à ce moment-là que Vance, déjà présent dans la forêt, était intervenu. Lily avait été attirée plus loin, isolée du reste du groupe. Ce qui s'était passé ensuite restait partiellement flou dans les premières déclarations. Vance parlait de contrôle, de panique, d'une situation qui lui avait échappé. Mais un élément était clair. Lily n'était jamais ressortie de cette forêt. Elle avait été transportée jusqu'à la structure souterraine. Marcus, selon Vance, avait aidé à dissimuler les traces. Il connaissait les techniques pour effacer les pistes, pour brouiller les chiens, pour orienter les recherches ailleurs. Le ruban rouge avait été laissé intentionnellement pour créer une fausse direction. Le bracelet avait été déplacé pour renforcer cette illusion. Chaque détail, chaque indice avait été manipulé. Les enquêteurs avaient immédiatement confronté Marcus avec ses déclarations. Sa réaction avait été différente de tout ce qu'ils avaient observé jusque-là. Il ne niait pas immédiatement. Il restait silencieux, fixant la table devant lui. Puis, après un long moment, il avait parlé. Il reconnaissait avoir connu l'existence de la structure. Il reconnaissait avoir été présent dans la forêt ce jour-là. Mais il contestait une partie du récit de Vance. Il affirmait ne pas avoir participé directement à l'enlèvement, seulement à ce qu'il appelait la gestion après. Cette distinction, bien que fragile, devenait centrale. Selon Marcus, tout avait dégénéré. Ce qui devait être une simple rencontre s'était transformé en quelque chose de plus grave. Il disait avoir paniqué, avoir pris de mauvaises décisions. Mais pour les enquêteurs, ces nuances ne changeaient pas l'essentiel. Deux hommes étaient désormais directement liés à la disparition et à la mort de Lillian Harrow. Les preuves matérielles, les analyses, les aveux partiels, tout convergeait. Pour la première fois depuis 13 ans, la vérité commençait à apparaître dans son ensemble, mais il restait encore à comprendre chaque détail, chaque minute, chaque décision, car c'est dans ces détails que se trouvait la compréhension complète de ce qui était réellement arrivé à Lily. Et surtout, pourquoi? À ce stade de l'enquête, les éléments essentiels étaient enfin réunis, mais il restait une étape cruciale. Reconstruire avec précision ce qui s'était réellement passé ce jour-là, minute par minute, sans zone d'ombre, sans interprétation. Les aveux partiels de Elliot Vance et de Marcus Harrow avaient ouvert la voie, mais ils devaient être consolidés par des faits, des preuves et une logique irréprochable. Les enquêteurs avaient repris l'ensemble du dossier depuis le début, en intégrant les nouvelles informations. Chaque indice, autrefois isolé, trouvait désormais sa place dans une chronologie cohérente. Le jour de la disparition, Marcus avait délibérément choisi la zone de cueillette. Ce n'était pas un hasard. Il savait que cet endroit offrait plusieurs accès discrets, et surtout qu'il se trouvait à une distance raisonnable de la structure souterraine. Suffisamment proche pour un déplacement rapide, mais assez éloigné pour éviter toute détection immédiate. Pendant la marche initiale, Marcus avait observé les réactions de Lily. Il savait qu'elle était curieuse, attentive aux sons. Lorsqu'elle avait mentionné entendre un chien,
il n'avait pas corrigé cette idée. Au contraire, selon la reconstitution, ce moment avait été utilisé comme un point de bascule. Les enquêteurs pensaient désormais que ce chien n'était pas réel, mais un bruit intentionnellement provoqué, un signal. Elliot Vance, positionné plus loin dans la forêt, aurait utilisé ce bruit pour attirer l'attention de Lily, l'incitant à s'éloigner légèrement du groupe. Pas suffisamment pour inquiéter immédiatement les adultes, mais assez pour créer une séparation. À partir de ce moment, tout s'était accéléré. Marcus s'était volontairement éloigné sous prétexte de vérifier quelque chose, laissant un court laps de temps où la surveillance était réduite. Vance avait alors intercepté Lily. Les détails exacts de cet instant restaient partiellement incertains, mais les éléments médico-légaux suggéraient une intervention rapide, sans lutte prolongée. Le ruban rouge avait été arraché à ce moment précis, probablement lors du mouvement initial. Marcus l'avait ensuite placé sur une branche visible, mais dans une direction qui ne correspondait pas au trajet réel. Pendant que les parents cherchaient dans la mauvaise zone, Vance transportait Lily vers la structure. La distance, bien que difficile, pouvait être parcourue en un temps relativement court pour quelqu'un connaissant parfaitement le terrain. Le bracelet avait été déposé plus loin, renforçant la fausse piste. Une fois dans la cabane souterraine, la situation avait rapidement échappé à tout contrôle. Les analyses indiquaient que Lily était décédée peu de temps après. Les causes exactes avaient été difficiles à déterminer en raison du temps écoulé, mais il était clair qu'elle n'avait pas survécu longtemps. C'est à ce moment que Marcus était intervenu à nouveau. Selon les aveux croisés, il avait rejoint Vance après la disparition, sous prétexte d'aider aux recherches, mais en réalité pour s'assurer que la situation restait cachée. Il avait aidé à organiser la scène, à positionner les objets, à refermer la structure et à camoufler l'entrée avec précision. Les techniques utilisées expliquaient pourquoi la cabane n'avait pas été découverte pendant 13 ans. Le camouflage était méthodique, renouvelé à plusieurs reprises selon les notes du carnet. Les visites mentionnées correspondaient à ces moments où Vance retournait sur place pour vérifier l'état de la structure. Le terme « le creux » désignait cet emplacement spécifique, connu uniquement de ceux qui avaient exploré cette partie de la forêt en profondeur. Les enquêteurs avaient également compris pourquoi les chiens pisteurs avaient perdu la trace. Lily avait été transportée, probablement sur une courte distance, ce qui avait interrompu la continuité de l'odeur au sol. De plus, le terrain dense et les conditions environnementales avaient contribué à brouiller les pistes. Chaque anomalie trouvait désormais une explication. Les traces de sol perturbées, les objets déplacés, les incohérences dans les témoignages. Tout s'assemblait. Sur le plan judiciaire, les conséquences étaient claires. Elliot Vance avait été officiellement inculpé pour enlèvement et homicide. Marcus Arrow, quant à lui, faisait face à des accusations de complicité, dissimulation de preuves et participation à un crime majeur. Le procès, qui avait suivi plusieurs mois plus tard, avait été marqué par la précision des éléments présentés. Le carnet, les analyses, les aveux. Aucun détail n'avait été laissé au hasard. Vance avait finalement reconnu sa responsabilité principale. Marcus, lui, avait continué à minimiser son rôle, mais les preuves accumulées ne laissaient guère de doute. Les verdicts avaient été prononcés. Des peines lourdes, proportionnelles à la gravité des faits. Après 13 années d'incertitude, l'affaire de Lillian Harrow trouvait enfin une résolution complète. Mais au-delà des décisions judiciaires, ce qui restait le plus marquant, c'était la manière dont un crime avait pu rester caché si longtemps, grâce à la connaissance du terrain, grâce au silence, et grâce à une série de décisions qui, mises bout à bout, avaient permis de dissimuler la vérité pendant plus d'une décennie. La conclusion de l'affaire de Lillian Harrow ne s'est pas faite en un instant. Même après les verdicts, même après que chaque détail ait été expliqué et que chaque responsabilité ait été établie, il restait quelque chose de plus difficile à mesurer, quelque chose qui ne figurait dans aucun rapport, dans aucune déclaration officielle. Pour la famille de Lily, la vérité avait apporté une forme de réponse, mais pas de soulagement complet. Pendant 13 années, ils avaient vécu dans l'incertitude, oscillant entre espoir et peur.
Savoir ce qui s'était réellement passé mettait fin à cette attente, mais révélait une réalité encore plus lourde à porter. Pourtant, ils avaient enfin pu lui offrir un lieu de repos digne, loin de cette forêt qui avait gardé son secret si longtemps. La communauté de Black Ridge, elle aussi, avait été marquée durablement. Ce qui avait été perçu comme une simple disparition s'était révélé être le résultat d'une trahison silencieuse, orchestrée par des personnes connues. Cette prise de conscience avait changé la manière dont les habitants regardaient leur environnement, et même les uns les autres. La forêt, autrefois perçue comme un espace naturel familier, n'était plus la même. Elle restait intacte, mais son silence avait pris une signification différente. Chaque sentier, chaque zone isolée, portait désormais le poids de ce qui y avait été caché. Avec le temps, la mémoire de Lily s'était transformée. Elle n'était plus seulement une enfant disparue. Elle était devenue le symbole d'une vérité qui, malgré les efforts pour la dissimuler, avait fini par émerger. Son histoire rappelait une chose essentielle. Même les secrets les plus profondément enfouis ne restent pas cachés pour toujours. Et parfois, il suffit d'un détail, d'un instant, pour que tout refasse surface. Si tu veux continuer à découvrir des affaires comme celle-ci, où chaque détail compte et où la vérité finit toujours par apparaître, abonne-toi à la chaîne.